Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette deuxième édition de l'année 2018 d'Informatique News Hebdo, votre hebdomadaire dédié à l'actualité de l'informatique et des télécoms pour les professionnels. Et pour échanger, analyser et revenir sur l'actualité de la semaine, je suis, comme chaque émission, en compagnie de notre rédacteur en chef Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, comme toujours, pas mal d'actualités cette semaine, donc on a dû faire un choix. Et on parle d'un secteur qui nous tient à cœur, qui est le secteur des calculs massivement parallèles, du fameux HPC. Et j'allais dire, enfin une initiative de l'Europe qui semble essayer de répondre, parce qu'à chaque fois qu'on en parle, c'est toujours la même chose, les Chinois, nos amis américains, et puis l'Europe loin derrière. Là, pour une fois, j'ai l'impression que l'Europe réagit. Alors effectivement, on pourrait reprendre la fameuse formule de Henry Kissinger, l'Europe, quel numéro de téléphone? Là, ce serait l'Europe, quel supercalculateur. Oui, effectivement, la Commission européenne, la semaine dernière, a fait une annonce qu'elle allait dégager une enveloppe budgétaire de 1 milliard d'euros. C'est quand même c'est significatif, mais bon, alors après, il faut regarder un peu dans le détail. Alors déjà, 1 milliard d'euros, pourquoi faire? Pour à la fois mettre en place une infrastructure de calcul à la disposition de tous les chercheurs européens par le biais de l'achat de deux supercalculateurs, alors ce qu'elle appelle pré-exascale. Donc là, il faut rentrer un peu dans le détail. En fait, rentrons dans le détail. Vous vous souvenez que chaque semestre, on parle du classement des top 500. Tout à fait. Et donc, on parle beaucoup d'ordinateurs exascale, de puissance exascale, donc c'est 10 puissance 18. Et le numéro 1 de ce classement, pour l'instant, est à 90 à peu près pétaflops. Donc, en gros, on est à pratiquement 10 puissance 17. Donc, on n'est pas encore à l'exascale, mais on y arrive. Donc là, l'idée, c'est de dire on va dégager des fonds pour acheter 2 ordinateurs pré-exascale et puis 2 ordinateurs complémentaires de niveau encore inférieur. Donc, mais pour mettre en place une infrastructure de calcul significative, parce que les Européens n'ont pas... Oui, je crois que vous l'avez dit, lors du fameux dernier top 500, il n'y avait pas un seul Européen dans le top 10. Non seulement ça, mais même s'il y avait des fournisseurs américains ou éventuellement chinois à disposition, il faudrait que les chargeurs européens fassent appel à ces ressources qui ne sont pas sur le continent européen. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième volet de cette annonce, c'est développer la recherche européenne dans la conception d'ordinateurs exascale, toujours. Et puis, éventuellement aussi, un sous-volet, c'est le développement d'un microprocesseur basse consommation. Donc ça, c'est, je dirais, l'orientation générale de ce programme. Alors maintenant, comment ça va se mettre en place? Donc il y a la création d'une structure à la fois financière et puis avec des personnes qui va s'appeler EuroHPC, qui va gérer cette infrastructure. Donc ça, c'est l'élément de mise en place qui sera, dont pour l'instant la durée de vie est 2019-2026. Bon, après, on verra comment ça évoluera. Et alors maintenant, revenons sur le 1 milliard d'euros. Alors c'est 1 milliard d'euros, la Commission européenne, donc des fonds européens, c'est 500 millions et les États mettent les 500 millions restants. Donc déjà, première chose. Deuxième chose, c'est 1 milliard d'euros sur 3 ans. Donc si on ramène ça chaque année, ça fait 150 millions d'euros par an. Donc déjà, on ramène ça à des niveaux qui sont je dirais, plus modestes. Et est-ce que ça répond aux défis, aux enjeux qui sont posés? La question mérite d'être posée. Si on prend toujours ce fameux classement des top 500, en fait, si on regarde la répartition des 3 grandes zones géographiques, donc l'Asie, l'Europe et puis l'Amérique du Nord, enfin les États-Unis, puisque le top 500 se concentre là-dessus. En gros, l'Asie, c'est 50% des ressources en performance, les États-Unis, c'est 30% et l'Europe, c'est 20%. Donc on voit bien qu'on n'est pas du tout à la hauteur. Et puis, puisque vous parliez de la présence des fournisseurs européens, en fait, les fournisseurs européens, il y en a 15, c'est Bull, donc c'est Atos. Et qui, dans ce classement des top 500, on a à 17 systèmes qui sont présents.
Donc 17 systèmes, c'est significatif, mais c'est pas considérable. Et évidemment, dans tout ce qui est développement de systèmes, Bull va être le principal pourvoyeur. Enfin, c'est lui qui va être le principal intéressé par. Finalement, dans cette histoire, c'est quand même Bull. Enfin, Atos Bull, c'est entre guillemets une victoire pour un Atos Bull en fait, d'une certaine manière. Oui, en tout cas, c'est eux qui devraient bénéficier. Parce qu'il n'est pas question forcément d'acheter des supercomputers chez les concurrents américains. C'est pas clair encore. C'est pas clair, oui. D'accord. Bon, écoutez, ça nous aura sûrement l'occasion d'en reparler, justement, à l'occasion des fameux appels d'offres qui vont pas manquer de tomber lorsque le groupement européen sera constitué. En attendant, on parle toujours de sécurité, puisque on avait parlé la semaine dernière, évidemment on ne pouvait pas ne pas en parler, Spectre et Meltdown, et la saga continue, et elle s'étend cette fois-ci à d'autres acteurs. Oui. C'est plus uniquement Intel et AMD et ARM. Et puis Nvidia, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, donc le dernier épisode c'était Nvidia, comme vous dites on en a déjà parlé à plusieurs reprises et il est probable qu'on en parle encore dans les semaines qui viennent. Là les deux petits nouveaux si on peut dire, c'est IBM et Oracle. IBM a fait savoir sur son blog que ses puces Power, donc Power 7, Power 8 et Power 9 étaient touchées par ça. IBM a indiqué qu'il avait apporté des patchs pour ces processeurs-là, qu'il avait apporté des patchs pour ses systèmes I, donc c'est les anciens S400, qu'il avait apporté des patchs pour son environnement AX, donc ça c'est l'Unix maison IBM. Et puis pour ce qui concerne Linux, donc Linux sur les systèmes Power, il fallait faire appel à Red Hat, à SUSE, enfin tous les fournisseurs de. Donc ça c'est pour IBM. Le dernier point c'est pour tout ce qui est appliance IBM. IBM a indiqué qu'ils n'étaient pas concernés parce que c'est des systèmes fermés, donc on ne pouvait pas accéder aux failles de sécurité. Et puis Oracle, donc c'est les systèmes Sun, c'est les puces Spark, qui elles aussi sont touchées par ces deux failles de sécurité. Donc ça continue et tout ça. Voilà, je pense qu'on va faire la liste de ceux qui ne sont pas touchés, ce sera plus rapide. Oui, bon, il y a plus tant de fournisseurs de plus que ça, mais enfin, vraisemblablement, l'idée que tous les fournisseurs, les constructeurs de microprocesseurs vont être impactés, ce sera vraisemblablement la bonne idée, mais on attend encore de voir. En tout cas, ça touche tout le monde, les entreprises utilisateurs, les fournisseurs de services cloud, qui vont mettre du temps à mettre en place tous ces patchs, sachant qu'on avait précisé la semaine dernière que Intel avait conseillé à certains de ses clients, parce que c'est toujours un peu trouver le bon compromis entre la performance et puis la réaction pour ne pas être attaqué, et avait conseillé un peu sous le manteau à certains de ses clients d'attendre un peu, parce qu'il y avait des impacts en termes de performance qui étaient... Les patchs n'étaient pas encore complètement optimisés, ce qu'on peut comprendre. Autre sujet qui est là pour le coup complètement différent, c'est dont vous avez souhaité parler, c'est le cours du Bitcoin qui joue aux montagnes russes. Et là cette fois-ci, on est plutôt dans la phase descendante des montagnes russes. Il me semble alors qu'on avait fait allusion au moment où il était monté à un pic. Enfin, c'était un pic temporaire ou relatif. Et effectivement, donc c'est pas seulement le Bitcoin, d'ailleurs, c'est toutes les crypto-monnaies qui étaient montées. Alors pour le Bitcoin, puisque en fait c'est un peu l'emblème, c'est de lui dont on parle, et puis les autres suivent à peu près les mêmes tendances, étaient montés à plus de 20 000. Donc 20 000, pour les gens qui suivent un peu ça, ils se rendent compte que c'était un niveau assez élevé. On connaît certaines références. Et donc il est passé de 20 000 à 9 000. Donc il était divisé en quelques semaines, jours. Oui, quelques jours. Quelques jours. Donc ça veut dire qu'il y a des gagnants, des perdants. Les raisons de ça, c'est qu'on a bien compris quand même que toutes ces crypto-monnaies étaient sans doute, certainement même sujettes à des fluctuations extrêmement volatiles. Ça, c'est la première remarque. Les raisons de ça, c'est que il semblerait que certains États veulent mettre en place des réglementations sur l'utilisation de ces crypto-monnaies. Donc forcément, ça fait baisser les cours.
Donc ça c'est le deuxième premier élément. Et puis le deuxième c'est que BitConnect, qui est une des plateformes de marché d'échange de ces du Bitcoin, elle a été fermée parce que en fait on avait suspecté qu'il y avait une sorte de fonctionnement à la chaîne de Ponzi. Donc chaîne de Ponzi, ça avait été mis en évidence avec Bernard Madoff, le fameux financier qui était monté au pinacle et puis mais qui est en prison maintenant pour 150 ans. Il a été condamné à 150 ans. Et donc cette plateforme d'échange a été fermée parce que alors le chaîne de Ponzi, en gros, c'est je donne à quelqu'un en empruntant à quelqu'un d'autre et puis on n'arrête pas. Donc tout ça fait que le Bitcoin s'est effondré, il s'est ressaisi un peu, mais en tout cas je pense que ce phénomène des crypto-monnaies, on n'a pas fini d'en entendre parler et d'en parler parce que il n'est pas clair comment les choses vont évoluer. C'est-à-dire, est-ce que vraiment ça va s'installer dans le paysage ou est-ce que finalement c'est un feu de paille qui va complètement disparaître? En tout cas, c'est vraiment à suivre. Ça repose évidemment la problématique des blockchains, parce qu'on rappelle que c'est basé sur cette type de techno. Alors c'était pour la semaine passée, et pour la semaine en cours, j'allais dire, l'événement de la semaine, c'est le FIC, le Forum international contre la cybercriminalité, je vais y arriver, qui se déroule, j'allais dire, comme chaque année à Lille, et qui réunit la fine fleur du secteur, notamment au niveau institutionnel. Oui, alors effectivement, c'est la 10e édition, et donc c'est vrai, le temps passe vite. C'est la 10e édition, et vraiment le FIC s'est établi comme la réunion au niveau européen de la cybersécurité, donc qui réunit à la fois les fournisseurs, les entreprises utilisatrices et puis les institutionnels. Et il se trouve, cette année, comme assez régulièrement, Guillaume Poupard, qui est le directeur général de l'ANSSI, va faire une présentation qui sera plutôt orientée sur l'idée que la cybersécurité, c'est amené maintenant au niveau des États, donc c'est vraiment la cyberdéfense, et on le sait, c'est le 5e pilier de la défense dans chaque État, donc on en est à ce niveau-là, et deux, pour apporter une réponse qui soit, je dirais, suffisamment efficace, il faut maintenant raisonner au niveau européen. Donc ça, c'est un peu le discours de Guillaume Poupard. Et puis, il y a aussi Mounir Majoubi, qui est le secrétaire d'État au numérique, qui fera lui aussi une intervention. Donc on suivra ça. En général, il n'y a pas d'annonce fracassante, mais c'est vraiment le moment des indications sur les grandes tendances. Et puis, évidemment, on va parler aussi beaucoup de GDPR. On ne peut pas y échapper. Parce que rappelons que GDPR, c'est mai 2018. Donc, c'est dans 4 mois. Et on sait que, de par les différentes études qu'on a reçues sur la question, les entreprises, en général, ne sont pas très avancées sur le sujet. Donc, encore un sujet sur lequel on reviendra très certainement. Et puis pour conclure, alors c'est pas un coup de cœur, c'est pas un coup de gueule, si on est pour nos jeunes lecteurs un big up, on va dire, à IBM, dont on annonce chaque trimestre la baisse du chiffre d'affaires, et là, miracle, ou en tout cas grâce au travail de tout le monde, le chiffre d'affaires est enfin remonté. Après, je ne sais plus combien de trimestres. 22 trimestres. 22 trimestres. Donc là, il n'y aura pas de 23e trimestre de baisse. Donc, même si ça redémarre à la baisse, en tout cas, il y a eu ce plateau. Oui, effectivement, ça méritait d'être mentionné. Donc, c'est le chiffre d'affaires du 4e trimestre 2017, qui a, si on enlève les fluctuations monétaires, en fait, on a une croissance de 1%. Alors, on va me dire, c'est pas grand-chose, mais enfin, c'est déjà mieux que de continuer à baisser. Et ce qui est intéressant aussi, à mentionner, c'est que finalement, ce chiffre d'affaires qui est de 22,5 milliards de dollars a battu les estimations ou les attentes des investisseurs, des analystes. Donc, ça aussi, c'est efficace. Mais alors, ce qui est quand même étonnant, c'est qu'après ces annonces-là, la bourse, l'action IBM a quand même chuté. Donc là, on peut se demander quelle
quels sont les... spéculation à la baisse, on ne sait pas. On ne sait pas. Bon, enfin, en tout cas, c'est un résultat intéressant. Maintenant, évidemment, ce qui sera encore plus intéressant, c'est de savoir si on consolide sur la durée, parce que c'est ça, c'est le pari d'IBM depuis un certain temps, savoir si les initiatives stratégiques dont parle Ginny Rometty vont arriver à... On a parlé la semaine dernière de la réorganisation de la division GTS. Qui semblerait fusionner avec GBS, et donc avec quand même quelques salariés, quelques dizaines, milliers, on ne sait pas combien qui vont être mis sur le carreau. Côté, Donc on voit bien, il y a des pans entiers d'activités d'IBM qui sont très problématiques, et puis il y a les activités en devenir, et donc c'est vraiment cette balance entre les deux qui est important. Mais enfin, il fallait, alors, sachant qu'en plus, pour ce qui est des bénéfices cette année, pour ce trimestre, ils sont pas du tout au même niveau que d'habitude, puisqu'il y a une provision pour charge de plus de 5 milliards de dollars. Lié à cette restructuration, j'imagine. Voilà, ça, et puis la réforme fiscale qui a été mise en place aux États-Unis, donc tout ça fait que... Bon, enfin, ça c'est beaucoup moins significatif. Ce qui est important de dire, c'est l'activité IBM est relancée pour ce trimestre, donc on voulait le mentionner. Très bien, bah écoutez, je crois qu'on peut conclure sur ces notes optimistes et positives. Pour ceux d'entre vous qui sont intéressés par les problématiques de sécurité, je vous invite à découvrir l'autre vidéo du jour, qui est l'interview de Fabien Rech, qui est le directeur général France de McAfee, qui a fait le point sur l'actualité de la société, dont on sait qu'elle a été en partie revendue par Intel, à l'occasion de la fameuse faille Spectre Meltdown. C'est évidemment le témoin qu'il nous fallait interroger cette semaine. Et puis en attendant, je souhaite à toutes et à tous une excellente semaine, et je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine, même lieu, même heure, pour votre traditionnelle édition d'Informatic News Hebdo. A très bientôt, merci.